Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 170e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 24 juin, il est exactement 17h30 et nous allons parler aujourd'hui d'Ocean 50 puisque vient de se terminer l'acte 2 des Ocean 50 Series en baie de Pornichet, La Baule. Nos 2 invités étaient de la partie et ont d'ailleurs terminé sur le podium. Le premier sur la plus haute marche, heureux vainqueur puisqu'il s'est imposé à domicile sur Primonial. Il s'agit de Sébastien Rogue qui est justement sur le port de Pornichet dans les locaux de Primonial Sailing Team. Salut Seb. Salut à tous. Notre deuxième invité est à ses côtés. Il avait, lui, remporté à domicile l'acte 1 de ces Ocean 50 Series à Saint-Malo. Il a pris dimanche plutôt la 3e place de l'acte 2 à La Baule sur Solidaires en peloton. Et c'est bien évidemment Thibaut Vauchel-Camus. Salut Thibaut. Salut. Eh bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais revenir rapidement sur ces Ocean 50 Series. Nouvelle appellation cette année d'un circuit qui s'appelait auparavant Pro Sailing Tour. Ces Ocean 50 Series comprennent 5 actes, mélange de courses côtières sur 2 jours et d'une grande course offshore d'environ 24 heures. L'acte 1 a donc eu lieu fin mai à Saint-Malo et a été remporté par Solidaires en peloton devant Réalité de Fabrice Caillerc et Cohesio d'Erwan Leroux. On prend presque les mêmes pour l'acte 2, sauf que c'est Primonial, 4e à Saint-Malo, qui l'a emporté à La Baule ce week-end, devant Cohesio et Solidaires en peloton, qui est du coup est leader au général après ces 2 actes. La suite du programme, elle va passer par 3 nouvelles épreuves. D'abord, une transat en équipage à la Route des Terre-Neuvas, qui s'élancera le 17 août de Saint-Pierre et Miquelon à destination de la baie de Saint-Brieuc. Ensuite, la Medmax, course en double en Méditerranée entre Port-Camargue et Saïdia au Maroc, dont le départ sera donné le 29 septembre. Enfin, l'acte 5, un 3e Grand Prix qui, du 16 au 20 octobre, aura pour cadre la Méditerranée encore et Sainte-Maxime. 10 équipages sont engagés cette saison sur le circuit, ce qui est un record pour la classe des Ocean 50. Eh bien voilà pour ce petit récap. Messieurs, avant de rentrer un peu dans le détail de ce programme et de cet acte 2 qui a eu lieu ce week-end à La Baule, un petit retour en arrière peut-être avec toi Thibaut, puisque tu es maintenant le président de cette classe Ocean 50, tu as succédé à Erwan Leroux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment en début d'année vous avez dû repartir un petit peu de zéro pour bâtir ce calendrier, puisque vous avez un peu changé d'organisation? Ouais, donc c'était assez challengeant parce qu'on a dû se séparer des organisateurs du Pro Sailing Tour et de repartir à zéro avec un nouvel organisateur, de nouveaux sites pour nous accueillir et en prolongeant le format de course qu'on avait imaginé depuis fort longtemps, en mixant tout ce que permet nos Ocean 50, c'est-à-dire du Grand Prix en équipage de 5 et de la navigation en semi-hauturier en équipage de 3. Et donc là, on a eu des échos très favorables quand on a voulu lancer ce circuit-là, de Saint-Malo qui au départ est envisagé comme un événement d'entraînement, qui est devenu une vraie compétition, donc qui s'est monté en un temps record de 3 mois. Et puis après, il y a un super travail qui a été fait par Sébastien Rogue, Mathieu Perrault et Fabrice Caillerc pour organiser le 2e acte dans le port de Pornichet, la baie du Pouliguen. Et Paris assez ambitieux pour eux que de réunir 10 bateaux sur cet acte-là, dans un port qui est quand même pas très grand et bien saturé. Et puis s'appuyer aussi sur des volontés qu'avaient des organisateurs à travailler avec nous et de répondre notamment à notre cahier des charges qui était de enfin avoir notre transatlantique exclusive Ocean 50. Donc c'est notamment au travers la longue histoire qu'on a eue avec l'agglomération de la baie de Saint-Brieuc qui nous accueille depuis des dizaines d'années
quasiment tous les ans pour faire du Grand Prix, et la volonté donc qu'avait le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon que de mettre en avant leur histoire autour des Terre-Neuva. Et puis on a aussi pu être opportuniste sur la course, la Menmax créée par Quito de Pavan entre donc l'Occitanie et le Maroc, où là on va retrouver nos classes précédentes à Seb et moi, qui sont les classes 40, qui vont régater sur au même lieu de départ, même lieu d'arrivée, mais avec un parcours différent entre les deux. Et dernier acte, grâce aussi à l'impulsion d'un numéro de nos multicoques, qui est Jérémy Lagarrigue, qui a su motiver le club local et des partenaires locaux à nous accueillir. Donc finalement, ça s'est fait sur le tard, mais on a pu profiter vraiment de tout l'attrait qu'il y a autour de ces bateaux-là et de cette classe, parce que bien sûr les bateaux en eux-mêmes sont vraiment sexy. On s'éclate d'une façon incroyable. On varie les façons de naviguer en équipage Grand Prix, en équipage de navigation large, du double et du solitaire. Mais aussi on a pu compter sur la classe en elle-même et l'esprit qu'elle met en avant à vouloir faire naviguer nos bateaux sur tous ces formats-là, et en accueillant aussi des guests sur nos courses. Et ce format-là a son succès, son attrait, et c'est grâce à ça qu'on a pu monter en assez peu de temps ce nouveau circuit. Ouais, on va revenir un peu dans le détail après des épreuves. Seb, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'inquiétude au sein des différents teams, justement après la rupture avec les précédents organisateurs sur la pérennité du circuit? Est-ce qu'il y a eu des doutes? J'imagine que les partenaires, en ne voyant rien arriver en début d'année, ont pu s'inquiéter. Comment ça s'est passé, par exemple, toi, avec tes partenaires chez Primonial? Je pense nos partenaires, ils nous financent aussi pour qu'on règle les problèmes, et en fait, comme toute personne qui monte des projets et qui les gère, en fait, t'arrives pas en posant un problème sans avoir géré la solution. Donc nos partenaires, on leur a surtout dit ce qui se passait et quelles étaient les actions qui allaient être mises en place pour pallier effectivement à la fin du Pro Sailing Tour et au renouveau des Ocean 50 Series. Donc ça a été plus une histoire d'information. En tout cas pour les miens, ils ont été au courant des différentes problématiques qu'on pouvait avoir autour du Pro Sailing Tour, mais on est surtout arrivé en leur disant qu'il n'y avait pas de souci, parce que les Ocean 50 Series allaient prendre le relais et allaient être organisées de la manière dont on voulait le faire, et qui malheureusement a causé l'arrêt de la collaboration avec Upswing. Ouais. Thibaut, qu'est-ce qui n'a pas marché du coup sur ce Pro Sailing Tour? Est-ce que c'était un peu trop ambitieux au niveau du business model? On rappelle que le modèle économique, c'était un petit peu de s'appuyer sur une série télé qui était vendue à Canal+. Est-ce qu'il y a eu une erreur de modèle économique? Comment tu analyses un petit peu l'échec finalement de ce circuit qui aura quand même duré 3 ans? On va dire l'échec, parce qu'il faut l'appeler comme ça, même si on a tous été du côté de la classe, des navigants, des teams et de l'organisateur de l'époque, à vouloir faire en sorte que les choses se passent, parce que le potentiel il est réellement là. Mais ce qui a été problématique, ça a été le financement qui n'est pas réussi à trouver pour réussir à organiser les événements tels que nous souhaitons les faire. Et se rendre compte que l'investissement qui avait été fait sur cette série documentaire Ocean 50, d'ailleurs, qui a valu le changement du nom de la classe, anciennement Multi 50, qui était très ambitieux, très très attractive, n'a pas forcément répondu aussi aux attentes qu'avaient les teams et les partenaires à avoir de l'actu chaude pour communiquer en temps réel sur ce qui s'est passé sur nos courses, et que le temps long de la série avait généré quand même pas mal de frustration, et d'autant plus long que les difficultés financières que rencontre Upswing faisaient que le montage prenait du temps, et que les diffusions étaient vraiment tardives par rapport à la fin de la saison. Et voilà, jusqu'au moment où on n'avait plus à s'entendre sur comment on pouvait sauver ce qui avait été créé. Voilà, il valait mieux rompre les relations
et que nous on garde une vraie autonomie sur la façon dont on voulait faire les choses. D'accord. Tu l'as un petit peu dit en introduction tout à l'heure. Donc, ce nouveau circuit Ocean 50 Series se compose notamment de 3 grands prix. Les 2 premiers qui ont eu lieu à Saint-Malo et la Baule, le 3e qui aura lieu à Sainte-Maxime. Qui organise ces grands prix? C'est du coup la classe. Comment ça se passe exactement? Alors la classe, elle a missionné un organisateur dont c'est le métier, parce que nous la classe on reste une association, même si on s'est structuré avec une deuxième entité qui est une SAS qui va gérer les droits de la classe pour commercialiser tout son potentiel. C'est donc on a missionné Manu Versace avec sa structure qui va organiser déjà des courses, notamment il s'est fait connaître dans la classe mini, et il a fait notamment la preuve d'avoir réussi à organiser la dernière mini transat dans des conditions très compliquées, suite aux circonstances malheureuses de l'ancien organisateur. Et donc il a réapparu dans le paysage des organisateurs, et il a fait la démonstration que c'était quelqu'un de challenge, ce qu'on avait besoin. Et puis après il y a la relation humaine qui fait que, au travers de sa motivation et sa vision des choses et la confiance qu'on s'accordait mutuellement, pour prendre le pari de lancer une saison sur le tard, parce qu'il n'était pas question qu'on fasse une saison blanche et que nos bateaux ne naviguent pas, qu'on partage pas ces bateaux-là avec nos invités, qu'on fasse pas toute l'activité sportive qu'on veut avoir. Donc voilà, donc c'est Manu qui a bénéficié de nos radars et du respect de notre cahier des charges. D'accord. À côté, tu le disais, il y a 2 événements nouveaux organisés par d'autres organisateurs, Ultime Sailing pour la route des Terre-Neuve et je crois une société créée spécifiquement pour l'occasion pour la Medmax, avec notamment Quito de Pavan aux commandes. Seb, toi, quand tu vois arriver comme ça des nouvelles épreuves dans des nouveaux cadres, j'imagine que c'est assez excitant, et aussi assez excitant à les proposer à ses partenaires. Bah c'est clair, c'est parfait de pouvoir réimaginer tout ça et pouvoir le proposer à nos partenaires, en sachant que les Ocean 50 sont des produits à destination de leurs sponsors essentiellement. Donc réussir à mêler le sportif et une capacité d'hospitalité premium pour les sponsors, c'est juste génial. Ouais, sur des parcours en plus assez nouveaux, et sur notamment la route des Terre-Neuve avec une transat, et quelque part on peut dire enfin la classe Ocean 50 a sa propre transat, ce qui était un objectif quand même depuis quelques années. Ouais, c'est vraiment top d'avoir maintenant ces événements qui constituent vraiment le calendrier de la classe et son squelette, et pouvoir en plus avoir une transatlantique dédiée aux Ocean 50, je crois que c'est quelque chose qu'on voulait tous, et donc voilà, on est ravis de pouvoir dérouler ce calendrier 2024 tous ensemble. Et dans l'intérêt, excuse-moi Phil, de pouvoir vraiment faire naviguer nos bateaux dans tout le panel qui leur est permis. On est capable de faire des courses, alors là, sans surprétention, mais là, ce qu'on a fait par exemple à la Baule Pornichet, on a fait des parcours construits dans une baie qui paraît grande en dériveur, mais qui se raccourcit sacrément sur nos engins, et on a eu un public qui est venu voir les courses et être impressionné d'entendre le son des écoutes, du choquet sur les winches, des voiles qui faceillaient à 200 mètres de là où ils étaient. Voilà, on s'est un petit peu comparé au CLJP, avec le truc en plus, c'est qu'on avait quelques manœuvres à rajouter, avec des envois de Dienac, de rouler, dérouler, affalés. Et ça, c'était vraiment dingue. Donc là, on prend un pied monstrueux là-dessus. Ouais. Tu le disais, Sébastien, tout à l'heure, c'est en plus, j'imagine, un concept qui plaît beaucoup aux partenaires, parce que vous pouvez les emmener sur les régates d'entraînement, et je crois même sur les, je sais pas si vous pouvez aussi les emmener sur les parcours construits dont parlait Thibaut. J'imagine que c'est un gros atout pour les partenaires, pour vous, pour convaincre des partenaires de venir à vous. Bah, c'est une évidence aujourd'hui, en fait, ce qu'on propose en course et ce qu'on a pu vivre sur la journée de jeudi ou vendredi, où on a fait des manches dans 15-20 nœuds avec des partenaires. On en avait 3 à bord. Je pense que pour beaucoup, c'était une de leurs plus belles expériences vécues dans le sport. Et c'est un atout formidable. Je crois qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus. Les Ocean 50 trouve sa place dans cette solution d'hospitalité, et en fait même son business model. Et
Et à la différence de plein de sports, c'est qu'ils sont pas en train de regarder sur des tribunes une compétition, mais bien de vivre cette expérience en direct avec l'équipe. Ça doit être aussi palpitant que de vivre un Grand Prix de Formule 1 au minima dans des stands avec la Formule 1 qui tourne autour. Presque un cran au-dessus, ils sont sur le bateau avec nous et c'est des chanceux ceux qui ont l'opportunité de pouvoir monter sur ces bateaux et surtout invités par nos partenaires qui rendent tout ça possible. Thibaut, ça fait maintenant quelques 6 ans, si je me trompe pas, que tu es dans ce circuit Ocean 50. Tu étais arrivé début 2018 avec ton nouveau bateau. Quand tu vois aujourd'hui la classe avec 10 bateaux sur la ligne ce week-end en baie de la Baule, j'imagine que c'est quand même une grosse satisfaction d'en être arrivé là. Ah bah complètement. Et puis là aujourd'hui, on se retrouve dans le souci, mais qu'on espérait quelque part, c'est que il y a plus de projets à vouloir rentrer dans la classe qu'il n'y a de place disponible pour le faire. Donc et là, arriver à 10 bateaux, à l'échelle de nos bateaux et de tout ce qu'on fait, c'est assez remarquable. Donc là, le numerus clausus qui était de 10, il va monter à 12. On a un 11e bateau qui est annoncé en construction. C'est pas pour rien qu'on a cette attractivité dans la classe. Et régulièrement dans l'hiver, on a des coups de fil, savoir si c'est pas des bateaux qui sont promis à la vente parce qu'il y a des projets qui veulent rentrer, qu'on a aussi des navigants qui n'ont pas leur projet à eux et qui font le tour de leur répertoire pour savoir sur quel bateau ils peuvent embarquer. C'est un vrai succès de se dire qu'on a cette attractivité et ça peut que continuer parce que c'est vrai que la comparaison n'est pas faite pour donner une hiérarchie. Mais la comparaison, elle est faite pour voir en quoi on est différent par rapport à d'autres sports, mais particulièrement dans la voile. Et faire de la régate en multicoque aujourd'hui, de multicoque océanique, depuis l'Orma, il y a plus rien eu, et il y a que nous aujourd'hui qui pouvons proposer ce genre de solutions et de produits, parce qu'on parle de produits quand on va le vendre auprès de partenaires. Et pour ajouter, je crois que on le fait aussi en apprenant du passé, et qu'aujourd'hui la classe Ocean 50, elle a un mot qui résonne quand même grandement, c'est le côté raisonné, parce que on essaie d'apprendre du passé et de ce qui a pu causer un petit peu de tort à un moment à la classe Orma ou au mode 70. C'est vraiment d'essayer de le faire dans le respect dans le respect de tout ce qui peut être fait, et en particulier de l'environnement et du budget pour sécuriser les partenaires sur des investissements plutôt long terme. Et une grosse partie du travail de la classe Ocean 50, c'est aussi de réussir à proposer des saisons toujours plus attractives, mais en préservant les budgets de fonctionnement. Et c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui nous différencie aussi beaucoup des autres classes, où on voit que d'un point de vue budget, tout le monde est en train d'exploser. La classe IMOCA, les ultimes, on n'en parle pas, et les classes 40, c'est vrai qu'aujourd'hui, les coûts d'une saison en classe 40 deviennent assez impressionnants. Et je crois que au final, nous, on arrive encore dans des budgets qui sont assez limités, de pouvoir proposer un joli produit. Et je crois que c'est aussi sur ça qu'on s'attelle, on essaie de s'atteler le plus pour le faire. Et je crois qu'il y a une vraie notion aussi de budget et d'environnement, dans le sens où si on préserve les budgets, forcément on préserve aussi le CO2, parce qu'à un moment il y a un vrai lien entre budget dépensé et carbone utilisé. J'allais justement vous parler un peu de la comparaison avec la classe Orma. On rappelle peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent que la classe Orma était la classe des trimarans de 60 pieds stars des années 90, début des années 2000, avant d'un peu péricliter, notamment après la route du Rhum 2002, qui avait été assez catastrophique, avec seulement 3 bateaux sur 18 au départ, 3 bateaux à leur arrivée sur 18 au départ. On a l'impression finalement un peu c'est le format de course de Grand Prix que vous avez. Ça ressemble un petit peu au Grand Prix de l'époque, qui ont dû vous faire rêver l'un comme l'autre. Je sais pas qui veut intervenir là-dessus. Les deux sont prêts à intervenir. Nous on a tous rêvé sur ces multicoques là, autant dans les villages de grandes courses, et puis avec la route du Rhum. Tout est fascinant. Et puis quand on y avait goûté, moi en RP à l'époque où je naviguais dans l'équipe Team Océan du Vent Bourgnon,
C'est juste dingue. Et on a été plongé aussi à la grande époque du circuit, notamment avec le Neuf Télécom, où il y avait entre 10 et 15 bateaux qui tournaient en Grand Prix. C'était extraordinaire. Et moi, gamin, parce que c'était il y a 25 ans, je me vois pas aussi vieux, et qu'on flirtait avec les gens qu'on flirtait dans le sens où on était proche d'eux. On n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir embarquer sur ces bateaux et faire de la régate sur ces bateaux incroyables. Là aujourd'hui, comme l'a bien expliqué Seb, Zone 50, c'est un compromis qui est extra parce que on tient les mêmes polaires que les Orma d'il y a 20 ans, voire même parfois plus, et avec un bateau qui est beaucoup plus facile à manier, qui est moins stressant et qui est en logistique moins exigeant, donc encore financièrement plus abordable. Donc on est dans cette mouvance avec de l'équilibre, et ça c'est... Enfin, là, forcément, là, t'as affaire à deux personnes qui sont convaincues depuis un petit moment, qui en sont à leur deuxième bateau, et c'est qu'on y croit. Mais concrètement, en coulisses, on aurait pu faire naviguer 3 fois plus de personnes cette saison si on avait dit oui à tous les coups de fil qu'on avait reçus. Ah bon, on pourrait faire un équipage de 25 personnes, ça c'est sûr. Mais c'est clair que, enfin, tu vois, moi je me rappelle de ma chambre de gamin. Forcément, j'avais un poster d'Orma accroché au mur, et j'y ai pensé pendant le Grand Prix de la Baule, parce que avoir navigué ces 10 bateaux proches de la côte, c'était vraiment un rêve que j'avais envie de vivre, et c'est ce championnat Ocean 50 en mode Grand Prix nous l'offre, et on s'éclate, quoi. C'est d'un point de vue sportif, c'est incroyable, quoi. De la tension qu'il y a à bord des bateaux, et mixer ce côté offshore inshore, c'est super. Et comme le disait Thibaut, dans une simplicité logistique qui nous permet de rester avec des petites équipes, on n'est pas on est assez peu au final à gérer ces projets, et du coup ça, à la fois ça renforce le lien humain à l'intérieur de l'équipe, parce que on arrive vraiment à profiter avec tout le monde, et en même temps c'est une simplicité qui se retranscrit d'un point de vue budgétaire, quoi. Thibaut, tu parlais tout à l'heure du numerus clausus. Alors effectivement, il y a un 11e bateau en construction qui a été annoncé pour Edenred l'année prochaine. On sait que des sponsors comme Everial tapent à la porte aussi pour rentrer dans la classe Ocean 50. Ah bon? En tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'époque. Est-ce que vous réfléchissez à élargir un peu plus, ou 12, ça sera vraiment la limite? Est-ce que vous allez céder finalement à la demande? Parce que effectivement, la demande est forte. C'est un produit, comme vous l'avez bien expliqué, qui plaît. Est-ce que vous en êtes toutes vos réflexions aujourd'hui? La réflexion, elle est fidèle à ce qu'on s'est dit quand on a écrit la règle. C'est que ce qu'on veut avant tout, c'est donner une longévité sportive aux bateaux existants, de sécuriser les financements des projets avec des bateaux qui s'amortissent dans le temps, et pas juste assurer une décote potentielle, et de se dire aussi que chaque bateau construit, c'est quand même quelques centaines de kilos qui vont dans la poubelle pour tout ce qui est consommable, outil de production. Donc la construction a un impact carbone qui est considérable et que l'on doit considérer. Donc non, aujourd'hui on va pas aller au-delà de 12. En tout cas, il n'y a pas de réflexion pour aller au-delà de 12. Par contre, la place, on peut construire un 13e bateau si il y a un ancien bateau qui sort de la classe. Donc c'est un roulement qui va se faire. Mais ça, par contre, ce sera tant que les anciens bateaux auront leur place dans la classe et sur notre circuit. Et surtout, ce sera une décision des propriétaires actuels. Et dans les anciens bateaux, on peut les nommer, que ce soit aujourd'hui Wind of Trust, le Rire Médecin, le Bonnet Rose, qui sont probablement les prochains bateaux qui devront être renouvelés. Et c'est pas pour tout de suite non plus. Néanmoins, cette décision seront la leur, parce que aujourd'hui, eux seuls ont la capacité d'opérer ce roulement. C'est pas la classe qui décidera que un de ces 3 bateaux, par exemple, n'est plus à même de naviguer. Ce sera eux qui soit décideront de reconstruire un bateau pour eux, ou alors ils décideront de donner leur place à une nouvelle équipe qui probablement, elle, sera désignée par la classe Ocean 50 après l'étude d'un certain nombre de critères,
qui prouveront la viabilité de projet au sein de la classe. Ouais. Vous êtes tous alignés au sein de la classe ou est-ce qu'il y a des débats? En fait, je crois que c'est aussi l'avantage de ce numerus clausus, en fait. C'est qu'aujourd'hui, alors le numerus clausus était à 10, il y avait un certain nombre de règles qui permettaient de le pousser à 12 qui ont été actionnées, mais néanmoins, on reste, j'ai envie de dire, seulement à 12 pour prendre des grandes décisions pour la classe. Et je crois que c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions raisonnées avec peu de personnes, parce que si on était comme la classe 40 avec 50, 60, peut-être 70 adhérents ou propriétaires, ou la classe Simoca avec presque une cinquantaine de propriétaires d'Imoca, en fait, l'intérêt individuel commence à primer sur l'intérêt collectif. Et donc, oui, on continuera à prendre des décisions fortes, parce que on est en capacité à passer au premier plan l'intérêt collectif et non pas l'intérêt individuel. Et un des enjeux aussi de ce numerus clausus, c'est de réussir à imposer des règles de participation au circuit et de pas arriver dans une classe de consommation où on ira chercher à la carte ce qu'on veut parce qu'on veut faire telle ou telle course, parce qu'on est sur tel ou tel territoire et que tout est misé sur les grands événements. Et voilà, aujourd'hui on voit la tension qu'il y a autour de la route du Rhum, où aucune classe n'aura, à part une, n'aura autant de place que de bateaux existants. Donc, et ça, c'est aussi un moyen qu'on doit considérer, parce qu'on peut pas laisser des gens s'investir dans des projets qui valent quand même un sacré budget, avec le risque de ne pas faire la course qui serait structurante pour le projet, et en l'occurrence aujourd'hui, ce qui est encore la route du Rhum. Donc, et puis aussi, et par ça, donc, ça permet d'avoir la flotte au complet sur toutes les courses Ocean 50, et parce qu'on a besoin aussi d'avoir ces garanties-là pour que les organisateurs aient la flotte promise, de pouvoir actionner toutes les hospitalités qu'il y a autour de nos bateaux, parce que embarquer des guests, il faut bien qu'il y ait des bateaux pour qu'ils puissent s'embarquer. Et voilà, comme ça vient un peu sécuriser le modèle économique et des projets et des organisateurs. Et le dernier point, c'est qu'on ne veut pas se fermer la porte à des ports pour des questions de capacité d'accueil. Là, on a fait une démonstration à la Baule-Pornichet d'avoir pu accueillir 10 bateaux. Bon, il y avait 5 bateaux au mouillage et 5 bateaux dans le bassin, mais à l'avenir, il sera très probable qu'on puisse rentrer l'ensemble des bateaux dans le bassin, comme on a réussi à le faire à Saint-Malo au port des Sablons. D'accord, ouais. J'allais venir justement aux questions de quotas et de places, en tout cas sur les grandes courses. Est-ce que vous avez aujourd'hui la garantie d'avoir les 12 places par exemple sur la Jacques Vabre en 2025 et la route du Rhum en 2026? Sur la tournée Jacques Vabre, oui, cette garantie, on l'a, même si pour l'instant on ne parle que de 11 bateaux. Mais sur la route du Rhum, non, là on travaille avec OC Sport pour notamment aussi s'engager sur une convention entre OC Sport et la classe, et que nous on puisse garantir la participation à différentes de leurs courses, comme eux nous garantissent la place pour un maximum de bateaux sur leurs courses. Donc on doit aussi être capable, tant classe qu'organisateur, à s'engager mutuellement dans le temps. Mais il est impossible qu'OC Sport ne fasse pas partir l'ensemble des Ocean 50 au titre des règles et des contraintes qu'on s'est imposées, en fait. Aujourd'hui, ne pas vouloir intégrer les 11 Ocean 50 au départ de la route du Rhum reviendrait à dire que l'ensemble des règles qui leur sont tellement chères au vu des annexes qui font sur l'environnement, sur aussi ce qui nous en parle, voilà, sur le RSE et ce qui nous impose sur tout un tas de choses, serait totalement incohérent avec leur stratégie. Donc en fait, il est inimaginable, en tout cas pour nous, qu'OC Sport puisse remettre en question la participation de quelques Ocean 50 que ce soit, parce que ces règles, on les a aussi faites pour eux. Et donc voilà, aujourd'hui il y a une discussion, mais ils ne peuvent pas prendre d'autres positions que celle qui est de faire participer l'ensemble des Ocean 50, sinon ils iraient à l'encontre de ce qu'eux essaient de mettre en place. D'accord, le message est passé. Un petit mot pour finir sur le sujet. Vous parlez d'hospitalité. Est-ce que ça veut dire que vous vendez des places à bord sur les grands prix, ou c'est vraiment des RP, c'est des invités de clients de vos partenaires qui viennent? Ça se passe comment? Alors, on n'a pas de vente de tickets, sinon ça voudrait dire un certain nombre de sujets parallèles. Mais c'est vrai que dans l'ensemble de nos contrats de partenariat, il y a une partie des contreparties est de vivre des expériences, et on s'appuie sur ce championnat pour honorer avec nos partenaires
ses hospitalités. Et de la même manière pour les partenaires du circuit. Et pour la même manière, parce que c'est vrai qu'on parle des partenaires des teams aujourd'hui, mais on a aussi la chance d'avoir des partenaires de classe qui nous accompagnent depuis très longtemps et qui nous permettent aussi, et je crois que c'est aussi une spécificité de la classe Ocean 50, d'avoir aujourd'hui un partenaire costaud à ses côtés. Et donc voilà, on a tout un écosystème je regarde Thibaut dans les yeux, qui fonctionne quand même bien autour de nos bateaux, et on en est heureux et fiers parce que la classe Ocean 50, c'est une association qui est administrée par ses skippers. Et au final, on y met tous beaucoup d'énergie, on y met tous beaucoup de temps, ce qui veut pas dire qu'on est tous tout le temps d'accord. Néanmoins, il y a toujours un consensus qui en ressort, et même d'un point de vue valeur, je trouve que c'est une très belle classe. Et quand tu prends tous ces points-là, franchement, elle a de très très belles années devant elle. Bon, ce partenaire, vous pouvez le citer, c'est Groupe GCA, c'est ça, l'ancien partenaire de Gilles Lamiret, ouais, exactement. Donc lui qui est partenaire de classe, mais on s'appuie aussi sur les partenaires qui financent les actes. Hein. Ça a été par exemple la SPL à Saint-Malo et des partenaires privés locaux, comme aussi il y a eu à Saint-Malo avec des partenaires institutionnels. Et puis on joue aussi le jeu d'embarquer des prospects pour leur dire venez voir un peu de l'intérieur comment ça se passe, et prochain coup ce sera pour vous. D'accord. Bon, on va parler un peu régate maintenant, parce que quand même, voilà, c'est aussi ce qui vous intéresse. Vous êtes là pour ça. Thibaut, tu avais gagné à Saint-Malo chez toi. Seb, tu gagnes à la maison à La Baule. Est-ce que c'est un hasard ou une prime au loco, un peu comme en foot ou dans le nombre de sports co, où quand tu accueilles, t'as plus de chances de gagner. On va commencer avec toi, Seb. Alors, me concernant, à Saint-Malo, on était 4 équipages malouins, donc Il y avait bien plus de il y a un chances. peu plus. Et donc ici à Pornichet-la-Baule, ils étaient 3. Donc oui, on pourrait imaginer mais non, je pense que ce qui ressort surtout, c'est l'intensité de la régate qu'il y a eu sur les 4 jours de course, et qui montre finalement que les écarts sont assez serrés et que ça se joue à très peu de choses. Là, en l'occurrence, voilà, moi je gagne à Saint-Malo le premier acte sur la dernière demi-heure de course, en jouant dans les cailloux dans la molle, et puis Sébastien nous a fait un bon coup d'embuscade sur la dernière heure de course où il a joué carte sur table en tentant un coup qui lui a réussi, parce que le jeu était ouvert devant lui. Ouais, alors après, je suis pas convaincu, en tout cas, je parle me concernant à La Baule, dans la baie, les parcours étaient vraiment petits, et c'est ce qui en a fait une intensité incroyable. Je pense pas qu'on ait eu un avantage important à connaître la baie, parce que le vent était plutôt stable, et donc c'était vraiment une question plus d'équipage. On n'était pas en tête de l'offshore, juste on est arrivé, je pense qu'on a dû faire 20 secondes en tête, mais les 20 qui comptent. Et du coup, Les bonnes, ouais. non, et encore une fois, en fait, l'autre avantage qu'il y a sur ces Ocean 50 et sur tout ce qu'on a dit, en fait, c'est aussi basé sur, et ça on n'en a pas parlé, c'est basé sur des règles fondamentales techniques qui font que les bateaux restent proches. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de bateaux, et pas que les 4 derniers bâtonnets, sont capables de gagner des courses. Je suis convaincu que les Viabilis, les Rire Médecins, Interinvest ont cette capacité à pouvoir, les bateaux ont la capacité à gagner encore des régates. C'est juste des équipages un peu nouveaux, donc qui ont besoin forcément d'un peu plus de temps. Et nous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a la chance de régater sur ces supports. Et notre règlement technique, notre jauge vraiment permet de lisser les performances, et donc ça joue vraiment très très serré. Tu fais une erreur, tu perds 5 places, quoi. 5-6, tu peux passer de premier à dernier en vraiment très peu de temps. Est-ce que ce règlement aussi, alors on a un équipage 100% féminin cette année, Upwind by Mer Concept. Toi, Thibaut, tu as Axel Pilin à bord de ton bateau sur ces grands prix. Est-ce que ce règlement, vous pourriez aussi faire en sorte qu'il vous oblige peut-être à embarquer des femmes pour ouvrir aussi cette classe à des navigatrices? C'est une question qu'on s'est posée, d'imposer des quotas. Au moment où on se pose la question, on était déjà sur une refonte de nos règles, et on a géré des dossiers un peu peut-être plus urgents. Et aussi, surtout, c'est qu'on a fait confiance à ce qu'on voyait déjà. Et Erwan faisait naviguer
a fait naviguer Mathilde Géron à une époque. Là, c'est Audrey Augereau. Mathilde maintenant est sur Interinvest, que Axel avec moi. Donc on fait confiance aussi à la pertinence du recrutement qui est liée aux compétences qu'on va chercher et non pas à devoir respecter des règles. Donc là, le projet Upwind by Merconcept fait la preuve que ils ont fait le choix de faire un équipage 100% féminin. Et tant mieux, parce que peut-être que nous, on aura l'occasion d'aller puiser dans l'académie qu'ils ont créée pour retrouver des compétences dont on a besoin. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit que cette envie de la voile à avoir ouvert grande ses portes au profil féminin, en fait, paye. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est dur de trouver des équipières pour venir naviguer sur nos bateaux, parce qu'il y a certes Upwind by Merconcept, mais il y a aussi l'ensemble des projets féminins sur la Coupe de l'América, qui aujourd'hui, en fait, ont attiré tous les super talents. Et en fait, nous, à un moment, on a essayé de recruter une équipière pour compléter notre équipage. Et en fait, il s'avère que aujourd'hui, on n'a plus non plus le choix avec beaucoup de profils. Alors toujours par cette problématique probablement de manque de formation à la base et qui est en train de changer. Et donc un vivier va se mettre en place et que on a aussi nous sur nos Ocean 50 le besoin que ce soit des garçons ou des filles, mais d'avoir des équipiers qui aient déjà un niveau minimum requis pour pouvoir naviguer. On sent que voilà, que tous ces sujets sont en train de changer, mais ça prend du temps parce que la formation ça se fait pas en une demi-saison et qu'on va pouvoir à terme compléter aussi avec plus d'équipières. Mais aujourd'hui, on voit surtout, moi en tout cas, pour avoir été confronté à ce problème-là il y a quelques semaines, qui est de se dire qu'aujourd'hui ça fonctionne tellement bien que c'est très compliqué de trouver une équipière formée avec le niveau, on va dire minimal requis pour venir sur ces bateaux-là. Et c'est, je trouve, au final, donc là, il y a une super nouvelle. Et nous, dès qu'on aura l'occasion, on pourra embrayer le pas de tous ces équipages qui ont été peut-être un petit peu plus précurseurs que nous. Mais néanmoins, aujourd'hui, la preuve que tout ce qui a été fait dans la voile depuis quelques années pour les filles, paie, et j'en suis vraiment ravi. Ouais, on est sur la bonne voie. On va parler du coup de vos équipages. On va continuer avec toi, Seb. Donc toi, c'est Jean-Baptiste Gelé, Mathieu Souben, Pierre Le Boucher et Florian Guézenec. C'est que des proches du projet de ces dernières années. Ouais, alors moi, c'est vrai que en tout cas, j'ai une base très forte qui est stable avec JB et Mathieu. Mathieu qui navigue avec moi depuis 2008 et JB avec qui on a commencé à bosser depuis plus de 8 ans. Donc j'ai la chance de capitaliser sur vraiment un socle hyper stable, et à côté il vient se compléter par des permanents de l'équipe qui eux aussi ont pour vocation à rester vraiment dans le long terme, avec Florian et Pierre Le Boucher qui est venu nous rejoindre après le Grand Prix de Saint-Malo et qui sera avec nous en équipage jusqu'à la fin de la saison et qui nous apporte une expérience vraiment énorme. Donc voilà, aujourd'hui je pense que on a réussi à s'imposer à la balle essentiellement par la qualité de l'équipage, parce que il y avait c'était que de l'équipage. Donc vraiment, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur eux. Et bien évidemment, je pense à toutes les équipes qui sont peut-être un petit peu en retrait de ce qu'on peut voir sur une photo d'arrivée et qui font que le projet roule sacrément bien, avec Sarah, Rosen et Ronan, qui sont vraiment le socle armé de la gestion de projet. Thibaut, toi, on a parlé d'Axel Pilin, plus Tom Laperche, Laurent Gourmelon, Pierre-Antoine Morvan. Pourquoi ce choix d'équipier ? Axel, c'est le point de départ, c'est que je l'ai rencontré parce que j'avais un besoin sur les sujets électroniques à bord du bateau, et donc en navigation technique, je l'ai senti vraiment plutôt à l'aise. C'est quelqu'un de particulièrement agréable et de très volontaire, qui apporte son expérience sans jamais apporter du jugement, qui rechigne sur rien, donc voilà, qui fait preuve qu'elle a toute sa place sur le bateau. Tom Laperche, pourquoi ? C'est parce qu'il m'a appelé cet hiver, avec son bateau en chantier, il avait besoin de naviguer, et on fait surtout envie de naviguer, et donc ce genre de support lui plaisait bien. Et moi, j'avais navigué avec lui en Flying Phantom à Madère, et puis on avait fait un très beau convoyage ensemble entre Monaco et Lorient en 2020. Et voilà, donc
j'ai pu apprécier ses qualités de marin, de personne particulièrement agréable. Pierre-Antoine Morvan, parce que c'est un ami de longue date et qui connaissait aussi très bien mon bateau, qui est donc l'ancien Arkema, où il était tacticien en chef à l'époque de Quentin. Donc il fallait pas se priver d'une telle expérience sur le bateau et d'une telle expertise sur les sujets d'inshore. Et puis, comme j'ai réussi à faire progresser mon projet en recrutant des préparateurs, j'ai pu intégrer mon boat captain Laurent Gourmelon comme navigant sur les Grands Prix. Comment dire, c'est un peu la récompense quand on voit toute l'énergie qu'ils mettent à faire en sorte que nos bateaux soient en état pour naviguer dans toutes les conditions, dans tous les délais possibles. Voilà, qu'ils puissent profiter de ça. Et en plus, c'est un bon navigant qui sait travailler en équipe, qui sait accueillir tout le monde. Et quand on a la personne qui connaît mieux le bateau à bord pour gérer les petites bricoles, comme on a eu à Pornichet, où on a eu un winch qui s'est grippé, on est content d'avoir la solution réglée en 30 secondes, alors que peut-être que nous on se pose davantage de questions et se priver de plus jouer le match. On sait même pas où est la boîte à outils dans le bateau. Donc. Ah, si, quand même. Il va falloir apprendre quand même pour la route du Rhum. Mais les équipages, ils se font bien sûr en fonction des compétences dont on a besoin, qui sont meilleures que les nôtres sur certains sujets. Et nous, on a juste à dire la prétention de pouvoir porter un projet, mais on n'est peut-être pas forcément les meilleurs marins, les meilleurs tacticiens, les meilleurs techniciens. Et donc, faut qu'on s'appuie sur un panel de compétences assez large. Et puis faire naviguer nos bateaux du mieux possible. Donc, c'est aussi ça la force de la course en équipage et qu'on aime retrouver sur nos bateaux qui sont plutôt connus, typés pour être de l'océanique, pour naviguer à deux ou tout seul. Non, on a une vraie richesse à pouvoir s'appuyer sur ce genre de course et la variété de compétences de ces équipages. Vous serez de nouveau, donc vous avez fait un offshore à 3 là sur ce Grand Prix à La Baule. Vous serez de nouveau 3 sur la prochaine épreuve, la route des Terre-Neuve. C'était un warm-up idéal justement pour un peu parfaire les automatismes. Seb, est-ce que tu partiras avec les 3 mêmes dans 2 mois au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon? Ouais, nous c'est sûr que ça nous a aussi servi d'entraînement pour la route des Terre-Neuve. C'est effectivement les JB et Matt m'accompagneront sur cette transat et ce sera d'ailleurs quasiment notre seul entraînement parce que le bateau partira en convoyage et l'équipage se reconstituera à Saint-Pierre. Donc évidemment ça a été un super exercice aussi pour l'acte 3 et qui je pense va être plus que disputé parce que 3 bateaux Atlantique Nord, enfin 3 équipiers par bateau sur des Ocean 50 en Atlantique Nord, ça pourrait ne pas durer très longtemps. La régate sera courte. Thibaut, toi, tu partiras avec qui sur cette route des Terre-Neuve? Petit stagiaire en plus, non, c'est ça? Ouais, donc encore Axel. Et puis pareil, j'ai un coaching cet hiver d'un gars qui m'a demandé d'accueillir en stage Yann Elias. Je sais pas si ça te parle. Et donc là, il était sur Gravity ce week-end, mais c'est acté depuis quelque temps qui sera sur la route des Terre-Neuve. Ouais, vous avez eu des conditions un peu engagées sur l'offshore de La Baule. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous étiez jusqu'au sable, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Engagé, non, des conditions extra. Ouais, franchement, on a fait, je crois, c'est la route, la trace, elle a plus de 225 000 qu'on a fait en moins de 12 heures, dont une dernière heure à 6 nœuds. Donc ouais, on est parti donc de Pornichet, on est monté faire un petit de la Vilaine, un petit passage de marque à la Turballe, à l'embouchure de la Vilaine, descendu à la Barge et au Sable d'Olonne pour remonter en baie de Quiberon et revenir à Pornichet. Et on a eu du près, du portant, des bords de reaching avec des moyennes de 30 nœuds sur quasiment 10 000. C'était juste dingue. Dans 17 nœuds de vent. Dans 17 nœuds de vent. C'était un kiff absolu. Mais bon, il y a réellement, c'était engagé, c'était dingue, mais il n'y a pas eu de situation scabreuse. Tout a été dans le contrôle. Et il y a qu'à voir là, quand même le match qu'il y a eu à tous les étages de cette course-là pour se dire que voilà, c'était engagé, mais on était en maîtrise, donc c'était pas des conditions dingues. Hein. Il y avait le max qu'on a dû avoir, c'est peut-être rafale à 20 nœuds qu'on était au portant et encore.
Et voilà, faut pas grand-chose pour que ce soit un peu la guerre sur nos bateaux, mais en tout cas toujours très fun. Et finalement, Seb, la victoire s'est jouée dans la pétole sur la fin. Raconte juste un petit peu la fin où c'est. Tu disais que tu n'as passé que 20 secondes en tête, mais comment tu as fait pour les passer en tête ces 20 dernières secondes? Moi, je crois qu'on peut remercier grandement Réalité, qui nous a montré où n'était pas la ligne d'arrivée. Ah oui, il y a une erreur de marque, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était quatrième, juste derrière le trio de tête. Et on a décidé tout de suite après la dernière marque d'envoyer un Genac, alors que c'était pas forcément la toile qu'il fallait, parce qu'on était un peu loffé, il y avait un petit peu de vent, mais on a réussi à le tenir, ce qui nous a permis de créer un petit décalage sous le vent. Et ensuite, le vent a commencé à s'estomper totalement. Et ce petit décalage d'environ 1 mille au vent sous le vent, nous a permis, lors des empannages des 3 premiers, pour essayer de revenir sur la ligne, de pouvoir combler notre retard, d'en doubler 2, dont mon acolyte qui est assis juste à ma droite, pour ensuite être dans le tableau arrière de Réalité qui malheureusement pour eux est passé à quelques longueurs au vent de la ligne d'arrivée. Donc on a réussi à trouver le bateau comité, à faire un double empannage très rapide et de couper la ligne. Comme quoi, une régate, tant que t'as pas franchi la ligne d'arrivée, il peut tout se passer. Voilà, et il y a quelques fondamentaux à ne pas oublier. Quelle va être maintenant la suite du programme, Thibaut, pour vous? J'imagine que c'est un petit peu de repos après convoyage et après ça va s'enchaîner finalement assez vite entre le retour de la route des Terre-Neuve plus convoyage en Med, c'est ça? Ouais, mais alors là, si je suis à la base de Seb Pornichet, c'est parce que je suis en RP aujourd'hui, je serai encore demain et après-demain. Donc on profite de l'itinérance de notre circuit pour aller rencontrer nos partenaires un peu partout. Et donc le bateau, donc après 3 jours de RP, remonte à Saint-Malo et on va mi-juillet avant les fêtes maritimes de Brest faire des RP là-bas pendant 2 jours. Et là, ce sera 2 semaines de repos mixé avec un peu de préparation parce qu'il y a quand même 2 transats à préparer. En plus, nous, on a fait le choix, comme beaucoup d'autres, de minimiser les sujets logistiques et de partir en autonomie. Donc, c'est-à-dire que quand on arrivera à Saint-Pierre-Miquelon, on sera avec le matériel qu'on aura embarqué et on repartira avec le même matériel pour rentrer à Saint-Quay-Port-Drieux. D'accord. Et après, qu'on voyage vers la Med et Medmax. Et un petit peu de repos et un peu de technique pour faire un convoyage jusqu'à Med, qui est déjà une belle demi-transat. Et pour aller refaire une autre demi-transat pour aller entre Port-Camargue et Saïdia. Donc là, on va faire une fin de saison avec quelques mille au compteur. Ouais. Juste pour revenir au sujet initial, est-ce que du coup pour pas avoir un programme en début d'année 2025, j'imagine que vous travaillez sur un programme un peu à plus long terme. Vous en êtes tous pour bâtir un calendrier sur les saisons à venir? Oui, là on est déjà en discussion avec Saint-Malo. On va être, je pense, très prochainement aussi en discussion avec la Bolle Pornichet pour définir la prochaine date de ces actes-là. Et puis pareil, on a d'autres sollicitations pour faire d'autres courses et de faire des actes à d'autres endroits. On aimerait bien retourner à La Rochelle par exemple, la Trinité aussi et Lorient sont intéressés pour nous avoir. Dans le sud, on a des villes qui souhaitent aussi notre présence. Ouais. Donc pareil, on va continuer à travailler sur le bassin méditerranéen parce qu'il faut qu'il y ait aussi de l'équité territoriale sur tous les teams qui représentent la classe. Et puis on s'est rendu compte que nos bateaux bénéficiaient d'un super accueil en Méditerranée parce qu'on les voit trop peu souvent là-bas. Et donc il faut aussi s'appuyer là-dessus parce qu'on pareil, on a aussi nous des intérêts avec nos partenaires à diversifier les bassins et à être le plus adhérent possible. Donc là on a quelques pistes là pour écrire assez rapidement le calendrier 2025. L'idée, c'est de continuer un peu sur le même format, c'est-à-dire un mélange de Grand Prix et une ou deux courses au large. Exactement. En 2025, on sait ce qui nous attend, un Transat Jacques Vabre, donc le large, on va l'avoir. Alors, ce sera pas tourné comme un axe parce qu'on sera pas sur une course exclusive Ocean 50, mais la réflexion, c'est de l'intégrer dans notre championnat pour déterminer quel sera le meilleur team de la saison. Mais bon, pareil, on n'est pas non plus fermé à des courses multiclasses, comme on a vu sur la Main Race, comme on a vu sur la Dream Cup, pour faire des beaux parcours et bénéficier de
de l'envergure de ces événements. Donc je pense qu'on va être d'avoir un bon problème qui est celui de l'embarras du choix. Bon, tant mieux. Justement, à propos d'embarras du choix, et on va terminer par là-dessus. On a une année vélique particulièrement chargée, avec notamment trois très gros événements qui vont s'enchaîner. Jeux Olympiques à Marseille pour la voile, Coupe de l'Amérique à Barcelone, Vendée Globe dans la foulée. L'un comme l'autre, racontez-nous un peu quel de ces événements vous allez suivre, en particulier Seb. Qu'est-ce qui te plaît le plus à suivre entre ces trois événements? C'est dur de faire le choix, mais je crois que la Coupe de l'Amérique est en train de mettre un niveau technique tellement haut que c'est l'événement moi qui va me probablement si j'avais un choix à faire entre les trois, ce serait celui-là parce que les bateaux sont incroyables. Je crois tout le monde, enfin ils jouent avec les lois de la physique et on voit les vitesses qu'ils atteignent avec si peu de vent. Donc si j'avais un choix à faire, ce serait la Coupe de l'Amérique. Néanmoins, les deux autres, que ce soit le Vendée Globe ou les JO, ça va être tout aussi passionnant à suivre. Et les JO en France, à Marseille, je pense que ça se produit qu'une seule fois dans une vie, quoi. Donc on le reverra jamais. Et on a une très belle équipe de France, en plus. Et on a une équipe de France, effectivement, qui va aller jouer plein de médailles. Et le Vendée Globe, peut-être que le Vendée Globe, c'est celle des trois qui, si je devais faire un classement, parce que évidemment, je pense que oui, bien sûr. c'est très dur. Mais le Vendée Globe va encore nous pourrir quelques nuits si on joue à Virtual Regatta ou tout simplement pour suivre un certain nombre de coups stratégiques quand on s'y intéresse précisément. La fin d'année, enfin même à partir de cet été jusqu'à la fin de l'année, on va pas être en manque d'actualité voile. Ouais, et puis l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas lieu ensemble. Elles n'ont pas lieu ensemble, les épreuves, donc on n'est même pas obligé de choisir. On n'est pas obligé de choisir. Exactement. Non, et puis pareil, l'autre chose aussi, c'est que là, on a un Team France sur la Coupe d'Amérique, donc je pense que ça va encore accentuer l'intérêt qu'on va avoir à le suivre. Mais ces trois épreuves sont tellement différentes l'une de l'autre qu'elles ont aussi tellement de choses passionnantes à faire vivre. Et c'est là qu'on retrouve la magie de notre sport, quoi. C'est qu'on parle toujours de bateaux, mais finalement, les typologies de ces courses-là, elles sont tellement différentes que on va être fasciné à tous les étages. Enfin bon, si dans tous les événements voile, il fallait en choisir un, moi clairement, ce serait l'acte 5 des Ocean 50 Series à Sainte-Maxime. Je pense que c'est vraiment là que tout va se passer. Qui va se dérouler le même week-end exactement que du match de la 37e Coupe de l'Amérique entre le Defender et le vainqueur des Challenger. Juste un tout dernier mot là-dessus, justement, à propos de coupe. Comment vous voyez ce défi français Orient Express Racing Team? Est-ce que vous lui donnez des chances de performer, de se montrer sur cette coupe? Je pense que la chose le mieux qu'ils aient fait, c'est d'avoir évidemment acheté le design package des Néo-Zélandais. Et je pense que la Coupe de l'Amérique, elle sera un petit peu aussi, elle sera un petit peu comme on voit sur CellGP et comme on a encore vu ce week-end. J'ai l'impression qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. Et s'ils sont dans un bon jour, je pense qu'ils sont capables de gagner toutes les manches. Donc tant les navigants que l'équipe de designers et l'équipe projet de la coupe est quand même extrêmement performante. Néanmoins, ça reste une première Coupe de l'Amérique pour cette team-là. Mais moi, j'ai envie de rêver français et j'ai envie de croire au fait qu'on puisse faire quelque chose de beau. Après, s'ils la gagnent, ils sont un peu dans la mouise parce qu'il va falloir l'organiser, quoi. C'est clair. C'est à la limite, c'est des bons problèmes. Eh bien, merci. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci à tous les deux depuis Pornichet, depuis le port de Pornichet, d'avoir répondu à mon invitation. Et on vous souhaite des bonnes RP dans la semaine. Je crois qu'il va faire plutôt très très beau. Ça va être plutôt sympa pour vos invités. On vous retrouve le 17 août au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la route d'Eternevas. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 171e épisode de Pause Report. Bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao, merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt!